Bien, merci à tous d'être venus dans cette belle salle. Nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous donc Charles-René Tandé, qui est président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Je l'avais évoqué tout à l'heure. Il est arrivé de Los Angeles directement pour nous. Il reprend un avion ce soir, donc j'ai un accueil digne de ça, parce que je pense que c'est un effort important et un message que le Conseil supérieur veut montrer et l'intérêt qu'il a auprès des centres de gestion agréés. Eh bien, je lui laisse la parole. Merci cher président. Merci, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de venir ici à Montpellier pour vos journées nationales. Je m'y étais engagé, cher Yves. C'est vrai que depuis le congrès de l'Ordre des experts comptables qui s'était tenu à Lille fin septembre, j'ai pas mal voyagé parce que je souhaite être à la rencontre des confrères et participer aux assemblées générales. Et que lorsqu'on alterne entre les Antilles, la Réunion et puis le continent américain, c'est vrai qu'à la fin, ça commence à être un peu compliqué dans les décalages horaires. J'ai enchaîné un petit peu beaucoup, comme on dit. Alors, j'ai noté le thème de vos journées et avec le titre sur finalement la santé. Est-ce que entreprendre, ça donne la santé? Moi, je pense que oui, je l'espère. Et vous savez que le thème principal que je porte dans cette mandature, c'est le thème de la croissance. Et il me paraît essentiel que nous soyons au service de l'économie de notre pays, parce que ce sont les entreprises, et ce sont toutes les petites entreprises, si elles sont en croissance, qui vont faire que le pays se portera mieux. Donc c'est un message que nous devons porter en permanence. Et le thème de notre congrès était sur le conseil cette année. Et j'ai beaucoup insisté sur le fait que le conseil, ce n'était pas à considérer comme une charge, mais comme un investissement. On a un problème culturel en France, bien souvent, c'est qu'on considère les dépenses immatérielles, comme la formation, comme le conseil, comme des dépenses, comme des charges, alors qu'il faudrait les voir en permanence comme un investissement qui va permettre à l'entreprise d'être plus performante après. Et donc là, on a un combat tous à mener sur ce point-là, parce que le pays a besoin de croissance. Et les experts comptables sont là pour favoriser le développement de nos entreprises, en les aidant, en faisant des diagnostics, en les accompagnant sur la transition numérique. Donc ça, c'est un projet qui est très important à mes yeux, et toute la mobilisation que j'aurai cette année, ça sera sur ce sujet-là. Alors, au-delà de ce thème général pour les experts comptables, je vais revenir sur quelques sujets qui vous concernent plus directement. Alors, je commencerai par un sujet qui nous a un peu fâchés, celui de l'EPS, et ma position a été constante. Quand j'étais président du syndicat, avant d'être président de l'ordre, j'ai mené un combat fort contre l'EPS, considérant que c'était une mauvaise chose. Mauvaise chose sans doute sur le principe par rapport aux OGA, mais surtout une mauvaise chose par rapport aux experts comptables, parce que c'était une remise en cause de la confiance qu'on accordait aux experts comptables, parce qu'elle allait faire du contrôle de pièces justificatives, alors qu'un expert comptable, par définition, qui a prêté serment de respecter, de faire respecter la loi, tient à la comptabilité au vu des pièces justificatives. Et donc aller remettre un contrôle supplémentaire n'était pas, à mes yeux, une bonne chose. Cette position de principe, je la maintiens, bien évidemment, en étant président du Conseil supérieur. Mais j'ai aussi conscience que la loi, elle est votée. Donc, à partir du moment où la loi est votée, eh bien, on applique la loi. Et donc, ce qui me paraît évidemment important aujourd'hui, c'est de voir les tests, faire l'analyse des tests. Je reconnais qu'il y a eu quand même des progrès entre le projet initial et le point d'arrivée aujourd'hui. Il est vrai que le nombre de pièces a diminué. Il est vrai que connaître le nom des clients pour lesquels on aura les pièces justificatives à fournir avant de faire les travaux, ce sont des points quand même très favorables. Donc il y a eu un progrès entre la première phase et le résultat final. Mais je suis convaincu que si nous avions tous été unis à l'époque, il y a 2 ans, ce projet d'EPS aurait pu ne pas passer. Donc il est important, ça me paraît essentiel, que nous soyons tous unis sur des sujets aussi qui sont importants, parce que c'est aujourd'hui dans les OGA que vous avez à traiter évidemment toute cette problématique.
Donc cette EPS, je l'ai combattue, j'arrête de le combattre aujourd'hui. Il faut juste maintenant que l'on traite au mieux, qu'on arrive à un équilibre qui permette à tous de s'en sortir le mieux possible. Je vais vous parler d'un deuxième sujet, c'est celui des micro-entreprises. Les micro-entreprises, le seuil a été, vous le savez, plus que multiplié par 2. Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie il y a 2 ans, avait évoqué l'idée de multiplier par 3 au départ ce seuil. Il est revenu au niveau de sa campagne électorale par la multiplication par 2. L'Ordre des experts comptables avait un autre projet qui était celui de plutôt considérer qu'on donnait un montant de charge en abattement plutôt que de raisonner tout le temps avec des seuils de chiffre d'affaires. On en avait parlé d'ailleurs avec votre président. L'arbitrage a été fait au cours de l'été dernier et Emmanuel Macron a considéré qu'il voulait tenir ses promesses électorales. J'avoue que c'est quand même plutôt bien qu'un président de la République tienne ses promesses électorales. Alors il y a des fois, de temps en temps, ça ne nous arrange peut-être pas, mais il faut quand même lui laisser au moins le bénéfice de l'application de son programme. Et donc, nous avons la multiplication par 2 de ce seuil sur les micro-entrepreneurs, tout en maintenant, bien évidemment, le même seuil pour la TVA. Moi, ce qui me gêne, et je l'ai dit à Bruno Le Maire quand il est venu et qu'on a déjeuné juste au moment du congrès de Lille, c'est qu'on a de plus en plus l'impression que nous avons des entreprises qui n'ont aucun contrôle, qui sont dans des zones presque, je dirais, de non-droit. Et puis à côté, vous avez des entreprises sur lesquelles on a de plus en plus de contrôle et on les matraque de plus en plus. Et moi, c'est ça qui me gêne. Ça me gêne sur le plan comptable, fiscal à ce niveau-là. Ça me gêne sur le plan social avec le TESE, vous savez, le titre emploi social, où là encore, vous avez des possibilités sans contrôle URSSAF de faire des bulletins de paye. Ça défie les règles de la concurrence et on est aussi en zone de droit, de non-droit social par moment. Et ça me gêne beaucoup aujourd'hui, c'est que vous avez des entreprises qui peuvent échapper à beaucoup de contrôles avec des niveaux de seuil maintenant de plus en plus importants et ce qui se concevait aisément finalement, parce que c'était un démarrage, l'esprit de l'auto-entrepreneur à l'origine du temps de Novelli, c'était un complément, c'était pour des personnes qui avaient déjà un emploi, qui faisaient quelque chose en complément. Il y avait une raison d'être, pourquoi pas. De même que le TESE, lorsque ça a été mis en place, c'était parce que c'était pour des occasionnels, c'était pour des cas particuliers et il fallait simplifier. Mais quand ensuite, d'année en année, vous remontez les seuils et vous retrouvez avec un nombre d'entreprises qui peuvent se retrouver à ne plus avoir de contrôle, à ne plus être obligatoirement dans les règles qui sont imposées à d'autres, ça ne va plus. Et donc, ma position est très claire là-dessus, c'est que je n'étais pas favorable au doublement du seuil de la micro. Lors du déjeuner que j'ai eu avec Bruno Le Maire, évidemment je lui en ai fait part de ces problématiques, et il nous a indiqué donc qu'au cours de l'année 2018, vous l'avez vu dans la presse, il y aurait la loi entreprise qui arriverait et qu'il reprendrait tous ces sujets. Je pense en effet qu'il est important de redonner une visibilité, parce que lorsqu'on veut créer son entreprise, eh bien ça devient de plus en plus compliqué. Et j'avoue que ce qui était simple encore avec le système auto-entrepreneur est devenu plus compliqué. Parce qu'avec les multiplications de seuils, ça devient difficile de savoir dans quel cas on doit se situer pour optimiser sa situation. Donc, le souhait qu'on a pour 2018, c'est que Bruno Le Maire arrive à mettre un ensemble en fait, de dispositifs compréhensibles, plus visibles, de la toute petite entreprise, système plutôt forfaitaire, à l'entreprise individuelle et à voir comment le système d'imposition jusqu'à la société. Ça me paraît important. Et donc, ce que je souhaite évidemment, c'est qu'on arrive tous ensemble, et là évidemment je m'adresse à votre président, que l'on travaille
OGA et experts comptables sur ces projets et ces groupes de travail que va mener Bruno Le Maire. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces points-là. Je crois que j'avais quand même un dernier point. J'ai un trou. J'ai un trou. Attendez. Je vais prendre mes notes. Hein. Parce que je crois que je voulais vous parler quand même. Ah oui, je voulais quand même vous parler. Oui, si, quand même, je voulais vous parler d'un point. J'avais mis dans mes axes de mandature tout ce qui était lié à l'influence. Ça me paraît important que les experts comptables soient influents au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, pour que, justement, nos entreprises, parce que nous avons un avis, nous sommes des gens pragmatiques, donc il est important que nous soyons des relais pour notre pouvoir politique de ce que nous vivons au niveau de nos entreprises clientes. Mais l'influence, il faut la faire intelligemment. Et ce qui me paraît important, c'est que lorsqu'on porte des amendements, eh bien, il ne faut pas que ce soit des amendements de type corporatiste. Et donc, ce qui s'est passé il y a 10 jours me gêne un petit peu parce que je vous dis clairement que l'ordre des experts comptables n'a pas été derrière les amendements portés par un député expert comptable, parce que ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est que les experts comptables portent des amendements pour eux-mêmes. Ça me paraît être une mauvaise influence. Il faut absolument, c'est nécessaire de faire ce travail, mais il faut que ce soit partagé par des députés et des sénateurs qui ne sont pas de notre profession. Si nous portons les amendements par nous-mêmes, pour nos intérêts, inévitablement, vous vous retrouvez en position de rejet, et c'est pire que tout. Donc il faut que nous fassions ce travail, il faut que nous soyons coordonnés en amont, il faut que nous mettions en place une stratégie d'influence, mais il ne faut pas le faire dans la précipitation, et en tout cas, comme ça a été fait il y a 8 jours. Donc ça, j'attire vraiment aussi l'attention. Nous en avons parlé avec votre président. Je pense que là, nous devons travailler beaucoup plus en commun. Après-demain, nous avons une réunion de l'UNPCOGA qui regroupe l'ensemble des organismes de gestion et l'ordre des experts comptables, et nous aurons l'occasion de rediscuter de ces sujets et que nous mettions en place une stratégie commune, parce que je pense que les OGA ont une utilité dans le contrôle. Il faut que chacun soit à sa place. Les experts comptables ont une utilité, les OGA ont une utilité, et il faut que nous travaillions main dans la main et que nous portions des projets communs à ce moment-là pour qu'il y ait une vraie cohérence d'ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire en venant partager ces quelques moments avec vous, et je vous remercie de votre attention. Bien, je pense qu'effectivement, il mérite des applaudissements, au moins du décalage horaire et du temps qu'il nous a consacré. Juste pour revenir sur ce que Charles Rodet vient de dire, effectivement, les amendements qui ont été portés par les organismes de gestion agréés, que ce soit de notre fédération ou d'autres, ont été peut-être un peu malheureux par rapport à ça, j'en conviens, sachant qu'effectivement, compte tenu de la nouvelle typologie de l'Assemblée nationale et de nouveaux députés sur lesquels nous avions moins de connaissances, nous avons effectivement été voir quelqu'un qui connaissait les OGA. Alors effectivement, l'interaction de plusieurs étiquettes a pu poser problème, ça je le conçois, on en a parlé, comme le dit Charles René, et donc il est clair que de toute façon, alors je n'engage pour l'instant que la Fédération des centres de gestion, mais on a toujours voulu travailler ensemble, avec l'ancienne mandature, mais avec Charles René, on a déjà évoqué pas mal de choses ensemble. On a beaucoup de points communs sur les visions des choses, sur la vision d'entreprise, sur la vision du respect et de l'engagement d'entreprise. Sur ce que vient de dire Charles René par rapport à Bruno Le Maire, effectivement, on a des éléments importants à apporter. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Et je t'assure que la fédération sera dans une lignée cohérente et de concertation avec l'ordre des experts comptables, avec chacun bien sûr de nos différences. Même si j'ai une casquette expert comptable par ailleurs, puisque beaucoup de présidents de centre ont cette double casquette. Donc effectivement, des fois pour nous, c'est aussi difficile de jongler entre les deux. Mais je peux assurer le Conseil Sup que nous travaillerons en commun avant quoi que ce soit, dans l'intérêt
surtout de l'entreprise, puisque c'est l'entreprise qui est le cœur des centres de gestion, qui est le cœur du métier d'expert comptable, la TPE principalement, parce qu'il y a effectivement, on a vu ce matin avec le professeur Torres, des grands groupes, mais ils ne sont pas légion et ce n'est pas le cœur de métier de la plupart des experts comptables sur le territoire. Donc voilà, je remercie comme Charles René pour son intervention. On travaillera ensemble. La réunion de l'UNPCOGAGE, ça sera Alain Conesa qui me représentera pour la fédération. J'ai toute confiance et on va travailler correctement sur les 2018. Enfin, fin 2017 déjà, mais 2018. Voilà, merci. Merci. Merci, Président. Docteur Philippe Rodet, vous êtes médecin urgentiste et vous avez parcouru le monde pour sauver des vies dans des pays parfois en guerre. Vous êtes le fondateur de Bien-être et Entreprise, spécialisé dans l'accompagnement individuel des collaborateurs, dans la sensibilité des managers à l'utilisation des leviers de motivation intrinsèques pour optimiser la performance de l'entreprise tout en cultivant le bien-être des salariés, spécialisé dans la mise en place d'actions concrètes et adaptées dans les entreprises. Vos expériences et vos travaux sur le stress, la motivation, le bonheur sont retranscrits dans vos nombreux ouvrages. Vous aimez les gens, la solidarité, la justice et l'optimisme. Cette bienveillance qui vous anime peut-elle être intégrée dans la pratique managériale de nos entreprises? Je vous remercie d'accueillir le professeur Rodet. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, et merci de m'accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet sur lequel je travaille depuis un petit peu plus de 25 ans. Or, rassurez-vous, quand j'étais haut comme ça, sur les bancs de la fac, je ne me suis pas intéressé au stress, je ne me suis pas intéressé à la motivation, je ne me suis pas intéressé à la bienveillance. Ma vie est faite de hasards et de rencontres. Quand je suis en 4e année de fac, je fais mon premier stage d'externe, j'ai 21 ans, et je le fais en réanimation. Et là, j'assiste au décès d'un enfant de 15 ans qui avait mis fin à ses jours parce qu'il échouait à l'école. Quand on a 21 ans, c'est forcément quelque chose d'extrêmement violent, le fait qu'un enfant de 15 ans mette fin à ses jours, mais en plus, pour un tel motif. L'année suivante, avec toujours cette sale histoire en tête, je vais assister à une conférence d'un homme qui parle de l'influence de la motivation sur la réussite humaine dans l'entreprise. Je vais le voir à la fin de sa conférence. Je lui dis, ces leviers de motivation qui permettent de réussir dans l'entreprise, est-ce qu'on pourrait les utiliser auprès de jeunes en situation d'échec à l'école? Il me dit oui, il faudrait les adapter, mais c'est possible. Je le revois, on les adapte, on les expérimente. Et dans 6 à 7 cas sur 10, on obtient des résultats extrêmement intéressants. Je vais ensuite vérifier que ces mêmes leviers de motivation puissent s'avérer efficaces auprès de sportifs de haut niveau. Et parmi ceux-ci, il y a des cyclistes professionnels. Bien que jeune, je n'étais pas complètement naïf. Histoire qu'aucun d'entre eux ne soit contrôlé positif à un contrôle antidopage, on dose certaines hormones dans le sang. Et je me rends compte que plus leur motivation augmente, plus une hormone du stress baisse. Et c'est cela qui va m'intéresser pendant 25 ans. À l'époque, on n'a pas les travaux nécessaires. C'est la première fois que l'on fait ce constat de cette interaction entre la motivation et le stress, mais on n'a pas les travaux nécessaires pour comprendre sur quoi il s'appuie. Je continue mon parcours, je deviens médecin urgentiste. Et comme tout médecin qui veut donner un peu de sens à sa vie, vous le disiez tout à l'heure, j'irai faire un peu de médecine humanitaire. J'irai travailler au Burkina Faso, en brousse, à plusieurs reprises. J'irai travailler également à plusieurs reprises en Roumanie, à la fin de Ceausescu, quand il y a des troubles. Puis toujours à plusieurs reprises à Sarajevo, pendant la guerre. Et dans Sarajevo en guerre, je me rends compte que mes mêmes petits leviers maintiennent l'équipe soudée et diminuent le niveau de stress. À mon retour de Sarajevo, impressionné par l'efficacité de ces petits moyens, je vais voir un confrère psychiatre et je lui dis est-ce qu'on a des études qui nous permettraient de comprendre comment la motivation peut à la fois améliorer la réussite, diminuer le niveau de stress et renforcer la cohésion. Il me dit non, ça n'a aucun intérêt. Ton histoire de réussite, de cohésion, c'est pratiquement le domaine de l'entreprise. Par pitié, n'y mets pas les pieds. La pire des choses qui puissent t'arriver, c'est de finir un jour consultant. J'en ai déduit que les psychiatres voyaient un peu dans le temps. Malgré sa mise en garde, je vais continuer à m'intéresser au sujet. On va trouver 3 pays qui travaillent énormément dessus,
les États-Unis, le Canada et Israël. Et en s'appuyant sur les études menées dans ces 3 pays, on pourra bâtir une approche un petit peu atypique. On verra tout à l'heure que grâce à certains comportements bienveillants, effectivement, on peut aller chercher à la fois de la santé et du succès. C'est bien l'objectif actuel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va bien sûr parler un petit peu du contexte. Un contexte qui est compliqué sur le plan de la santé, puisqu'en octobre 2008, Margaret Chan, la directrice générale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit « Attention, avec la crise, on va avoir une véritable contagion du stress, de la dépression, etc. » Et malheureusement, elle avait vu juste. Dans notre pays, durant les 10 dernières années, alors là, c'est mon seul moment de stress, pour vous faire une confidence, c'est d'essayer d'utiliser cet appareil extra performant, mais je ne suis pas sûr que ça va marcher comme on le souhaite. Eh bien, si, ça semble bien parti. Durant les 10 dernières années, le niveau de stress dans notre pays a augmenté, puisqu'on est passé de 40% de personnes qui s'estimaient stressées à 61%. Mais en parallèle, il y a un chiffre dont on parle moins, c'est que la motivation s'est effondrée. Entre 2013 et 2014, sur une seule année, le pourcentage de collaborateurs démotivés dans notre pays est passé de 40 à 52%. On a dans notre pays une véritable crise du désir, le désir de bien faire, le désir de réussir, le désir de se dépasser. Et ça, dans nos entreprises, ça a des conséquences. Quand le stress augmente, on a 2 autres paramètres qui nous ennuient. C'est que la cohésion de nos équipes est le plus fragile. Et dans ce milieu difficile, où il est important, dans ce contexte difficile, où il est important d'avoir l'idée nouvelle avant les autres, on est moins créatif. Eh bien, on va voir que si on diminue le niveau de stress grâce à des leviers de motivation, on va bien sûr augmenter le désir, on va bien sûr diminuer le niveau de stress, mais on va également améliorer la cohésion de nos équipes et même aller jusqu'à restaurer la capacité à penser la complexité. Voilà l'enjeu de cet après-midi. On va bien sûr un petit peu parler de stress, vous ne pouvez pas y échapper complètement. J'ai beau appuyer sur le next, c'est bon. Qu'est-ce qu'une réaction de stress? Et on va voir que si on comprend ce qu'est une réaction de stress, après tout devient facile. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes stressé? Je pense que je ne vais pas réussir. Physiquement? Physiquement? Oui. Ah, des sueurs un peu, le battement du cœur. Les battements du cœur, c'est ce que je voulais entendre. Tout le reste, c'est juste, mais ce n'est pas ce que je voulais. Donc, merci, monsieur. Effectivement, le cœur bat plus vite. Pourquoi il bat plus vite, le cœur? Parce qu'on est stressé, oui. Mais on voit l'expérience, là. Non, mais c'est vrai, les experts comptables, j'ai remarqué, ils sont formidables. Ils savent répondre à des questions qui sont parfois très compliquées. Eh bien, ce qui fait que le cœur bat plus vite, c'est que quand on a une réaction de stress, on va libérer. C'est quoi la substance qui fait que notre cœur bat plus vite? L'adrénaline. Félicitations, monsieur, vous avez gagné un bouquin. Effectivement, la substance qui fait que notre cœur bat plus vite, c'est l'adrénaline. Eh bien, si vous retenez qu'une réaction de stress, c'est une libération d'hormones, et que parmi celles-ci, il y a l'adrénaline, vous allez voir qu'après, tout le reste devient extrêmement efficace. Oh, c'est impressionnant ce qu'on arrive à faire. Une réaction de stress, ça se traduit par une libération d'hormones. Parmi celles-ci, il y a effectivement l'adrénaline, dont on a le spécialiste au 2e rang. Il y a la cousine de l'adrénaline qui s'appelle la noradrénaline. Un jour où j'intervenais devant des dirigeants, il y en a bien sûr un qui m'a suggéré la sudadrénaline, m'expliquant que c'était l'hormone libérée par le dirigeant quand il avait un syndicat sud dans son entreprise. Mais c'est une vue de l'esprit, elle n'existe pas. On va libérer en petite quantité, et je l'ai entendu tout à l'heure, des endorphines. On va libérer une hormone qu'on aime beaucoup, nous médecins, du cortisol. Le cortisol, si on l'aime beaucoup, c'est parce qu'on sait le doser facilement dans le sang et dans la salive, alors que les autres molécules, on ne sait pas les doser en temps réel dans le sang. On va libérer une hormone dont vous n'entendrez plus parler après, l'aldostérone. Et est-ce qu'on libère, d'après vous, les mêmes hormones en même quantité si on est une dame ou un homme? Non, vous avez raison.
il y a une hormone qui est libérée en plus grande quantité chez les dames que chez les hommes, qui est l'ocytocine. Et c'est là, messieurs, qu'on voit que l'organisme féminin est beaucoup mieux fait que le nôtre. Puisque l'ocytocine agit... Oui, madame, vous avez raison. Parce que l'ocytocine agit en diminuant les effets du stress. Les dames, en même temps qu'elles libèrent les mêmes hormones que nous, libèrent plus d'ocytocine que nous, donc elles sont mieux protégées. Mesdames, c'est le premier message important que je voulais vous passer. On est beaucoup plus fragile que vous. Il faut prendre soin de nous. Quand on a une réaction de stress, on libère donc des hormones. Et au départ, c'était quelque chose de formidable. Dans les temps anciens, quand l'homme était confronté à un animal sauvage, il libérait ses hormones. Sous l'influence de l'adrénaline, il dilatait ses bronches, plus d'oxygène passait dans le sang. Sous l'influence de l'adrénaline, de la noradrénaline, du cortisol, de l'aldostérone, il augmentait la tension artérielle. Du sang plus riche en oxygène circulait mieux. Le cerveau était perfusé à un plus haut débit par un sang plus riche en oxygène. C'était formidable. Et puis, si jamais le chasseur était blessé au niveau d'un membre, grâce à l'adrénaline et à la noradrénaline, il resserrait ses vaisseaux, le risque d'hémorragie diminuait. Et grâce à l'adrénaline, il améliorait la capacité de son sang à coaguler, le risque d'hémorragie s'effondrait. Si le combat durait, grâce à l'adrénaline et au cortisol, il augmentait le taux de sucre dans le sang, il avait l'énergie nécessaire pour combattre, c'était formidable. Et si vraiment notre chasseur était grièvement blessé, il libérait des endorphines, nos morphines naturelles, et pouvait continuer à combattre dans des conditions optimales. C'était parfait. Aujourd'hui, pourquoi ça nous pose problème ? Eh bien parce que depuis l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout s'est accéléré. On reçoit un mail à 10h, si on n'a pas répondu à 10h25, la personne nous appelle en disant « tu as certainement pas reçu mon mail ». Tout va de plus en plus vite. Et le nombre de sources de stress avec l'arrivée de nouvelles technologies de l'information et de la communication s'est envolé. En plus, on n'a pas de chance. L'organisme humain est programmé pour résister à un tout petit nombre de sources de stress. D'après vous, madame, à combien de sources de stress par jour l'organisme humain peut-il résister sans que ça abîme ses petites cellules? Je ne vous demande pas combien vous en subissez, hein. Combien vous pourriez en subir sans que ça fasse de dégâts? 10? 10, 4, 5, c'est 5 à 7 par semaine, soit une par jour. Rassurez-vous, en partant ce soir, je ne vous demanderai pas de revenir à une source de stress par jour. Ça me rappellerait trop une anecdote qui circulait dans les internats en médecine, où un monsieur très âgé va voir un jeune médecin et lui dit « Docteur, si j'arrête de boire, si j'arrête de fumer, si j'arrête de manger des produits riches, si j'arrête de faire l'amour, est-ce que je viendrai plus vieux ?» Et le jeune médecin, plein de bon sens, lui dit « Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que ça vous paraîtra toujours beaucoup plus long. » Eh bien, si on revenait à une source de stress par jour, ça nous paraîtrait effectivement beaucoup plus long. En France, on a tendance à voir énormément les sources. On va aller voir nos amis canadiens, et notamment Jean-Jacques Breton, qui est professeur de psychiatrie à Montréal. Jean-Jacques Breton dit « Si le stress nous pose problème, c'est d'une part que les sources se sont envolées avec l'arrivée de nouvelles technologies, mais c'est qu'en parallèle, les facteurs de protection se sont effondrés. Et si on rehausse les facteurs de protection au bon niveau, eh bien même si le nombre de sources de stress est important, on n'aura pas de souci. Les facteurs de protection, on en verra d'autres tout à l'heure, mais j'ai déjà en cité 2 pour illustrer mon propos. Le sens et les liens sociaux. Le sens, à quoi je sers dans mon travail, dans ma vie, à quoi je suis utile. Dans une structure aux États-Unis qui fait travailler des médecins urgentistes, ils étaient confrontés à un nombre de cas de burn-out très élevé. Ils ont demandé à ces mêmes médecins une demi-journée par semaine de travailler sur leur zone de passion. Chaque médecin, un domaine de la médecine qui l'intéresse plus que les autres. Ils ont travaillé sur ce domaine-là. Ils ont fait avancer des stratégies thérapeutiques. Ils ont pris conscience de leur utilité. Le sens a augmenté. Le nombre de cas de burn-out a régressé. On n'a pas joué sur la quantité de travail, on n'a pas joué sur la densité du travail. On a simplement renforcé le sens. Les liens sociaux, les relations que l'on a les uns avec les autres sont puissamment protecteurs également. En 2008, quand Jean-Jacques Breton parlait des liens sociaux comme facteurs de protection, il s'appuyait sur une étude réalisée chez des dames enceintes stressées qui montrait que si les dames enceintes stressées avaient des liens sociaux, tout se passait mieux. En avril 2016, ont été isolées les 2 hormones qui sont libérées quand on a des relations d'entraide, de solidarité, des liens sociaux de qualité, et ces 2 hormones effondrent bien les effets du stress. On est bien fait pour s'entraider. L'individualisme roi dans lequel on vit actuellement ne correspond pas parfaitement à l'être humain. Et en termes de liens sociaux, on a intérêt à être vigilant.
certainement plus en Île-de-France qu'ici, certainement plus à Paris qu'en Île-de-France. Mais il y a quelques semaines, je n'ai pas pu m'empêcher de m'interroger. J'étais dans une petite rue de Paris, je suivais 4-5 voitures. La première voiture se gare un peu sèchement, moitié sur le trottoir, moitié sur la chaussée. Un monsieur un peu âgé en descend, se prend les pieds dans je ne sais quoi. Toujours est-il qu'il fait une chute, la tête vient toucher le goudron et il reste allongé sur la chaussée. Il y a encore des liens sociaux à Paris. Les personnes qui étaient derrière sont montées sur le trottoir opposé pour ne pas rouler sur le vieux monsieur. Ça, c'est plutôt positif. Par contre, aucune des 3 voitures qui étaient devant moi ne s'est arrêtée. On a intérêt à être vigilant. Trop de sources, pas assez de facteurs de protection. Il y a des pulsions alimentaires en plus qui viennent compliquer les choses. Quand on est stressé, on a plus envie de sucre et de sel. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de boîtes de bonbons Haribo qu'on trouve dans les entreprises. Vous savez, c'est des grosses boîtes rondes où il y en a de toutes les couleurs dedans. Eh bien, quand on est stressé, on a plus envie de sucre, on a plus envie de sel. Or, c'est à ce moment-là qu'on a plus de sucre et plus de sel dans notre organisme. Il y en a déjà trop. Lors des repas, mangez normalement. En dehors des repas, évitez d'en ajouter. Le 4e paramètre, mais il ne vous concerne pas parce que vous êtes très actif. J'ai compris tout à l'heure que quand on exerçait certaines fonctions, on était en plus un homme qui se déplaçait beaucoup. Eh bien, vous êtes tous très actifs, effectivement, et heureusement, l'activité physique est puissamment protectrice. On verra tout à l'heure qu'on n'a pas besoin d'une activité physique énorme, mais une activité physique régulière et modérée va protéger des effets du stress. Et si on veut être un dirigeant en bonne santé, c'est important de se protéger. Trop de sources, pas assez de facteurs de protection, des pulsions alimentaires qui nous embêtent, une activité physique qui est trop basse. Si on augmente les facteurs de protection, qu'on évite les pulsions alimentaires et que l'on bouge, même dans les situations les plus difficiles, on peut très bien vivre et avoir un niveau de stress qui ne fasse aucun dégât. Voilà l'enjeu tel que l'on le voit aujourd'hui. Entreprendre est bon pour la santé si on sait lever le pied quand on est un petit peu en zone rouge. Donc, comment savoir si on est un petit peu en zone rouge? Des signes physiques, si on a des douleurs musculaires au niveau des trapèzes, si on a mal un petit peu dans le dos parce que les muscles se contractent, ça doit nous alerter. On a de chaque côté de la colonne vertébrale des groupes musculaires extrêmement puissants, les muscles paravertébraux. Quand ils ont des récepteurs au stress. Vous êtes sur l'autoroute, il y a un risque imminent d'accident, ils vont permettre à ces muscles de se contracter, de devenir durs comme du bois et de protéger la colonne vertébrale. C'est formidable. En revanche, vous êtes derrière votre ordinateur, il y a forcément un client qui est un peu dans une situation compliquée, qui vous envoie un mail. Ils ne vont pas se contracter au point de devenir durs comme du bois, mais ils vont se contracter. Ils vont être douloureux. En se contractant, ils vont diminuer l'espace entre les vertèbres. Et là où vous avez une racine nerveuse un petit peu limite, on en aura plus facilement plein le dos. Ça marche également au niveau des maux de tête. Soyez vigilants vis-à-vis d'un collaborateur ou vis-à-vis de vous-même. Un collaborateur qui a des maux de tête tous les soirs ou le week-end, ça doit nous alerter. Ils surviennent, ces maux de tête, en général, quand on se détend. Quand on est tendu, il y a un petit flux d'adrénaline, de noradrénaline qui circule. On a très peu de chances d'avoir des maux de tête. Quand on se détend le soir, c'est assez fréquent que ça tape au niveau des 2 tempes et que ça irradie en frontal. On a des personnes qui nous disent tous les week-ends, j'ai des maux de tête. Alors, les 2 solutions pour y remédier. Recourir à de la chimie, bien sûr, mais si on veut, on ne peut pas recourir à de la chimie dans tout. Si on veut simplifier les choses, il suffit parfois de faire bosser nos collaborateurs 7 jours sur 7 pour qu'ils soient guéris. De la fatigue. Comment peut-on expliquer que quand on a une réaction de stress, on va libérer des hormones, notamment du cortisol, qui est une hormone stimulante? Comment se fait-il qu'on puisse être fatigué? Eh bien, c'est une libération d'hormones du stress, c'est une courbe qui ressemble à ça. On n'aurait jamais de fatigue et on n'aurait jamais de problème de santé. Ici, l'organisme est potentiellement en danger. Il sait parfaitement gérer la situation. On n'a aucun risque. Mais après avoir libéré ces hormones, lorsque nos cellules libèrent des hormones, ce sont de petites vésicules de liquide qui vont passer des cellules vers la circulation sanguine. Il va falloir du temps après aux cellules pour resynthétiser des hormones et on va avoir un point bas. C'est là qu'on va être fatigué, c'est là qu'on va développer des maladies. Un enfant qui a une source de stress importante, dans la foulée, il développe un urticaire géant. Vous savez, ils viennent tout rouges, ça a des manches de partout. Pourquoi? Parce que c'est au moment du point bas que ça va survenir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la première semaine de vacances, souvent, c'est là qu'on est malade.
Alors, il y a deux solutions pour l'éviter. Il faut en général bosser un tout petit peu moins la semaine d'avant. Ça, ne le dites pas trop à vos collaborateurs. Mais il faut continuer à bosser un petit peu la semaine suivante, la première semaine des vacances. Et si on adoucit la courbe, on n'est pratiquement jamais malade. L'organisme humain n'aime pas les variations brutales. Des troubles du sommeil. Vous avez tous remarqué que quand on est dans des périodes de grande tension, il est difficile de s'endormir, et c'est logique. Tous les matins, à l'état physiologique, indépendamment de tout stress, tous les matins, vers 6 heures, 6-8 heures, on va libérer une hormone dont le taux baisse dans la journée car c'est une hormone d'éveil, et c'est du cortisol. 6-8 heures, c'est une moyenne. Certaines personnes vont le libérer à 5 heures et aimeront se lever très tôt. D'autres le libèrent à 9h10 et aimeront se coucher très tard. Eh bien, effectivement, ce cortisol, c'est une hormone d'éveil, une hormone stimulante. On le libère le matin pour pouvoir commencer la journée et c'est formidable. Après, tout se passe bien. Mais c'est aussi une hormone du stress. Si on a une source de stress le matin, eh bien, le taux de cortisol va augmenter un petit peu. Ça n'aura aucune conséquence. Si par contre, on a une source de stress à 15 heures et une à 19 heures, quand on va se coucher, on aura du cortisol dans le sang, une hormone d'éveil. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fractionner le sommeil. On va dormir par période de moins de 20 minutes. Et quand on dort moins de 20 minutes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a pas conscience du sommeil. On n'a pas l'impression de dormir. On dort 20 minutes, on repense aux soucis de la journée. On dort 20 minutes, on repense aux soucis de la journée. On redort 20 minutes. Et l'heure fatale à 1h20 ou 2h15, on regarde le réveil. Oh, les 2h15, je n'ai pas dormi, demain, il faut que je me lève à 6h, c'est l'horreur. Et là, on resécrète un petit peu de cortisol. Et c'est reparti pour 1h30 à mal dormir. En plus, quand on sécrète du cortisol la nuit, ça donne une sensation de chaleur. Qu'est-ce qu'on fait quand on a chaud dans un lit? On se tourne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. En général, la 4e, on réveille la personne qui est à côté de soi. Et là, c'est parti pour une nuit sympa. C'est le cortisol qui nous embête. Des signes intellectuels. Si c'est un stress aigu, si c'est le trac, par exemple, ça va nous aider à nous concentrer. Qui a le trac parmi vous? Madame, monsieur, il faut toujours avoir le trac, effectivement. Rappelez-vous de cette belle phrase de Louis Jouvet. Un de ses élèves lui dit « Maître, c'est formidable, je n'ai pas le trac ». Et Louis Jouvet lui répond « C'est normal, en général, ça vient avec le talent ». J'ai vu plusieurs mains se lever tout à l'heure, ça prouve que vous avez tous du talent. Félicitations. Le trac, c'est un stress aigu, il va nous aider à nous concentrer. En revanche, dès qu'il devient chronique, s'il est intense et chronique, il va impacter nos capacités d'apprentissage, il va impacter nos processus cognitifs. C'est ce qui explique qu'un enfant de 15 ans, qu'une source de stress importante, comme il ne sait pas relativiser, elle va devenir facilement chronique et elle pourra l'empêcher de réussir. Un très haut niveau de stress, même chez l'adulte, on va avoir des conséquences qui seront tout à fait néfastes. J'ai fait un petit peu d'accompagnement de dirigeants et au mois d'avril, on m'a demandé d'accompagner un DRH d'un grand groupe. Un homme qui gère 300 000 collaborateurs en France et dans le monde, donc un cerveau plutôt bien fait. Il était dans un niveau de stress qui était colossal et au bout de quelques semaines, alors que les choses commençaient à s'améliorer, il me téléphone un soir, il me dit « Écoutez, je suis désolé, j'ai oublié le code pour rentrer chez moi, est-ce que vous pourriez me le donner ?» Je lui donne le code, il rentre chez lui, il va promener son chien, il me rappelle 3 quarts d'heure après, il dit « J'ai encore oublié le code, est-ce que vous pourriez me le redonner ?» Et c'est quelqu'un qui, avant, allait très très bien. Rassurez-vous, depuis, il va de nouveau bien. C'est l'avantage de l'être humain, c'est que quand on est tendu, on va perturber le fonctionnement de certaines cellules, mais on ne casse pas les cellules, à la différence de l'animal. Chez l'animal, les dégâts peuvent être terribles. On a fait une expérience avec un hamster, on l'a mis dans une cage et on lui a fait faire 5 Paris-New York. En cabine, hein, pas en soute. On a travaillé sur du hamster frais, pas du produit congelé. Et notre hamster, au 5e Paris-New York, on le prend, on lui fait un scanner cérébral et dans la petite zone du cerveau qui est responsable de la mémoire, qui s'appelle l'amygdale, le hamster n'a plus de cellules. Il est devenu complètement con, enfin plus qu'au début, quoi, il n'était déjà pas très brillant. Eh bien, nos commandants de bord au 5e vol ont encore des cellules dans l'amygdale. On voit bien que l'être humain résiste beaucoup mieux. Des signes émotionnels, je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand on est stressé, le soir, on est moins patient. On sera plus irritable. Non, personne? C'est le cortisol qui nous rend agressifs. C'est l'hormone de l'agressivité. Et c'est vrai que quand ça a été compliqué, eh bien, ça se passe mal le soir, souvent. Nos amis américains, qui travaillent beaucoup sur l'ocytocine,
se sont dit, mais comme les dames et les hommes n'ont pas tout à fait les mêmes hormones quand ils sont stressés, est-ce qu'ils ont les mêmes comportements? Ils ont fait une étude en 2011, dont on a eu les résultats en juin 2011, qui est assez intéressante. Je précise que c'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Ils ont demandé à des dames, mesdames, quand vous rentrez du travail le soir, qu'est-ce qui vous détend le plus? Et la réponse largement majoritaire, ça a été quand je peux échanger avec mon mari sur ma journée de travail, et le fin du fin, c'est quand il vient m'aider à mener à bien les tâches ménagères. On a demandé aux hommes, messieurs, quand vous rentrez chez vous le soir, qu'est-ce qui vous détend le plus? Et la réponse largement majoritaire, ça a été quand je suis seul dans mon fauteuil. Et le fin du fin, c'est quand j'entends ma femme en bruit de fond s'occuper des tâches ménagères. Mesdames, ce n'est pas de notre faute, c'est qu'on n'a pas assez d'ocytocine. Les dames qui ont de l'ocytocine ont envie d'échanger. En échangeant, elles diminuent leur niveau de stress, ça marche à merveille. Nous, comme on a un taux d'ocytocine qui est plus bas, le soir, on n'a pas envie d'échanger. Il faut nous laisser en paix. Si, mesdames, vous pouvez continuer à nous parler, rassurez-vous, à un certain âge, on sait faire semblant de vous écouter. Parfois, on se fait piéger. Mais on a progressé. Mais ce n'est pas qu'on y met de la mauvaise volonté, c'est que notre cerveau ne supporte pas grand-chose dans ces moments-là. Je vous préviens, messieurs, l'étude suivante est très douloureuse pour nous. Mais comme tout geste douloureux en médecine, rassurez-vous, je vais essayer de le faire vite. Nos amis américains se sont rendus compte qu'à un très haut niveau de stress, l'activité intellectuelle de l'homme s'arrête, et celle des dames va beaucoup plus haut. On ne va pas y passer tout l'après-midi. Comme c'était des chercheurs hommes, ils se sont dit, et si on prenait du café? Ah oui, si on prend du café, eh bien c'est encore pire. Nous, ça monte un petit peu plus haut, mais pas beaucoup, mais chez les dames, cette fois, ça va beaucoup plus haut. Ils en arrivent à la conclusion que dans des comités exécutifs, dans des comités de direction, là où les tensions sont toujours très importantes, on a intérêt à avoir des équipes mixtes, car nos modes de pensée sont différents, mais puissamment complémentaires. Mesdames, vous êtes l'avenir de la performance de nos entreprises. Est-ce qu'il y a un fumeur parmi vous? Oui, c'est formidable. Et le tabac? Le stress, le trac et le tabac. Ah ben c'est fort. Ça tombe bien, j'en aurais besoin tout à l'heure. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous êtes tendu, vous fumez davantage? Eh bien, c'est logique. Toujours être vigilant vis-à-vis de quelqu'un qui fume aussi soi-même. On se rend compte qu'on fume trop, qu'on fume beaucoup plus qu'en temps normal. Quand on est stressé, on a plus envie de fumer parce qu'en fumant, on va absorber un peu de nicotine, ça va toucher les centres du plaisir et ça nous apaise. Quand on va fumer, en général, on inspire plus vite que l'on expire. Et quand on déséquilibre nos temps respiratoires, on va s'apaiser. Donc, quand on fume, on a ces deux paramètres qui vont nous permettre d'aller mieux. Et quand on est stressé, ça va nous inciter à fumer. Le troisième paramètre qui joue, c'est quand on est stressé, les circuits de la récompense dans notre cerveau sont perturbés. Et pour avoir la même dose de plaisir, il va falloir fumer davantage. C'est un piège qui est assez important, mais ça peut être un très bon test de voir que quand quelqu'un fume davantage, c'est qu'il entre souvent dans des zones de grande tension. Je voyais une jeune femme, chef de service, il y a quelques semaines, qui m'avait l'air très tendue. Je lui ai dit, est-ce que tu fumes davantage? Elle me dit, ah oui, en ce moment, je les fume 2 par 2. Alors, au début, j'ai dit, non, c'était l'une après l'autre quand même, c'était moins embêtant. Mais c'est quand même évocateur. Vous avez remarqué, vous m'avez dit aussi que quand vous étiez stressé, vous aviez plus envie d'alcool. Eh bien, c'est assez logique. Quand on prend un petit peu d'alcool, on va faire libérer à notre cerveau du GABA. G-A-B-A. De l'acide gamma-aminobutyrique, qui est le seul neuromédiateur apaisant de notre organisme. Non, je ne suis pas en train de vous dire que pour ne pas être stressé, il faut picoler régulièrement. J'en voyais bien certains qui commençaient à se réjouir, à se dire finalement, ça valait le coup de venir. Non, il y a juste un inconvénient, c'est que pour avoir une dose de GABA stable dans le temps, ça va inciter à augmenter la dose d'alcool. Et on voit le piège que ça peut représenter. Il y a eu une étude qui était faite en France, bien sûr, les études impliquant la molécule d'alcool, le plus souvent, sont faites en France. Beaucoup dans le Bordelais, je ne sais pas pourquoi. Celle-ci est une exception, elle a été faite à Paris dans le service d'endocrinologie de l'hôpital La Pitié-la-Salpêtrière. Et il a été montré que si la quantité de boissons alcoolisées en verres par jour, chaque jour, était très très basse, eh bien, on irait chercher du GABA sans pour autant avoir ce phénomène d'adaptation. C'est quoi une quantité modérée de boissons alcoolisées en verres par jour?
Un verre. Vous êtes juste un tout petit peu en dessous, c'est un verre et demi par jour. C'est là qu'on voit que les experts comptables sont quand même très, très sages. Augmentez un tout petit peu la dose et ce sera parfait. Il y a juste... Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas rattraper. Il y a juste 2 précisions justement à avoir. C'est que si pendant 3 jours, on ne boit pas, le 4e jour, on ne peut pas dire un verre et demi multiplié par 4, ce soir on fait la fête. Non, ce qui n'est pas bu est perdu. 2e précision, il faut adapter la taille du verre à la concentration du produit. On ne peut pas prendre un verre de bière, le remplir de whisky, dire là je suis un peu en dessous de la dose. Soyez vigilants. Ces petits signes, si l'un d'entre eux est présent, il n'y a aucun souci. Si plusieurs d'entre eux sont présents, il faut s'alerter. C'est peut-être qu'on est un petit peu en zone rouge et c'est important de le savoir à temps. Il faut toujours mieux s'alerter à temps que s'alarmer un petit peu trop tard. Entreprendre peut être très très bon pour la santé, surtout si on se protège un petit peu des effets du stress. On a vu tout à l'heure qu'il fallait bouger. Il ne faut pas faire des efforts énormes, c'est 30 minutes de marche par jour. Tous les jours, vous faites 30 minutes de marche. Et monter 21 marches. 21 marches, c'est rien, c'est un étage et demi. Vous le faites tous les jours. Eh bien, on sait comment l'activité physique protège notre organisme. Depuis le mois d'août 2016, ont été découverts des faisceaux nerveux qui relient les aires impliquées dans la motricité au niveau de notre cerveau et les glandes qui sont au-dessus de nos reins qui s'appellent les glandes surrénales. Quand on va stimuler les aires impliquées dans la motricité au niveau des glandes surrénales, on va freiner la libération d'adrénaline, de noradrénaline, et de ce fait, les effets du stress seront moindres sur notre organisme. Il faut bouger, 30 minutes de marche, 21 marches. La seule chose pour les marches, c'est de ne pas se faire piéger à les compter. Ça m'est arrivé un dimanche soir à Orly, j'étais garé au 3e sous-sol, et bien sûr, je prends l'escalator, le premier était en panne, donc je me dis après tout, ça va me faire des marches à monter, et un escalator, c'est 17 marches. Le suivant fonctionnait normalement, mais comme j'en étais à 17, qu'est-ce que je fais? Je continue à monter, c'est logique. Et il y avait un monsieur qui était planté là, en plein milieu, qui me regarde passer, il me dit, c'est comme ça qu'on reconnaît les Parisiens, je pensais vraiment autre chose, sont les seuls qui montent dans les escalators. Je lui dis, mais non, c'est que j'étais à 17 et j'ai voulu passer à 21. Et là, il s'est dit, en plus, celui-là, il est complètement con. Ne vous faites pas piéger à les compter, mais bougez. C'est très protecteur. Adapter son alimentation. On a vu qu'en dehors des repas, quand on est stressé, il faut éviter de consommer du sucre et du sel. Lors des repas, mangez normalement. Et si vous voulez parfaire les choses, le stress a un inconvénient, c'est qu'il oxyde notre organisme. Et quand on oxyde l'organisme, quand on greffe des radicaux hydroxyles sur nos molécules, on va abîmer la paroi de nos vaisseaux, on va abîmer nos défenses naturelles et on va en même temps faire monter le taux de cholestérol. Si vous prenez des antioxydants naturels, vous réparerez la paroi de vos vaisseaux, vous infecterez moins et vous ferez baisser le taux de cholestérol. Des antioxydants naturels, on en trouve dans les tomates, on en trouve dans les melons, on en trouve dans les betteraves rouges, on en trouve dans les fruits rouges. Les 2 plus antioxydants, c'est la mûre et la myrtille. Et le fruit le plus antioxydant de tous, c'est un fruit exotique, c'est lequel? Non. Non. C'est un prix Nobel de médecine qui l'a découvert, ce pouvoir antioxydant. Un prix Nobel de médecine français? Non, c'est vrai que c'est antioxydant, mais ce n'est pas ça. Pas le kaki. Pas le kiwi. Pas la mangue, c'est pas loin. La papaye, qui l'a dit? Madame, elle a gagné un bouquin. Parce que Vous viendrez le chercher tout à l'heure parce que je ne sais pas trop ce qui va se passer si je monte. J'ai remarqué, il y en a une quarantaine des marches. Je les ai comptées tout à l'heure. Vous viendrez le chercher tout à l'heure, madame. Effectivement, c'est la papaye. Et qui a découvert le pouvoir antioxydant de la papaye? C'est Luc Montagnier, un prix Nobel de médecine français qui a découvert le virus du sida. Il savait que la papaye, dans certains pays utilisée pour traiter des infections virales, il pensait trouver dans la papaye la molécule qui empêcherait le développement du virus du sida. Il n'a pas découvert cette molécule, mais il a trouvé un pouvoir antioxydant colossal. Si on consommait une papaye par semaine, l'oxydation de l'organisme serait parfaitement corrigée. Les plus efficaces, ce sont celles qui viennent du Brésil. Elles sont plus volumineuses que les autres papayes, elles font bien 1 kg, 1,5 kg, mais elles ont l'avantage d'arriver mûres en France. Ce n'est pas top pour le bilan carbone, mais en revanche, pour corriger l'oxydation de l'organisme, c'est parfait. Une grosse brésilienne par semaine et l'oxydation de l'organisme est corrigée.
Notez bien, messieurs, qu'il s'agit de papaye. Faire la part des choses. Si on prenait le temps le soir, pendant 3 minutes, de réfléchir à ce qui s'est bien passé dans la journée, eh bien, aujourd'hui, on ne parlerait plus de stress, car on serait tous parfaitement sereins. On va essayer de rééduquer notre cerveau à voir ce qui s'est bien passé dans la journée. Ça prend à peu près 3 semaines pour que ce soit difficile. Après, vous verrez, quand on le fait, c'est beaucoup plus simple. Il faut accepter d'investir dans un petit carnet à spirale et de se consacrer 2 minutes 30 tous les soirs. Vous ouvrez le petit carnet à spirale et d'un côté, vous allez noter ce qui s'est mal passé dans la journée. Et là, votre cerveau va aller très vite pour retrouver les 3 soucis du jour. Un client qui n'était pas simple à gérer. Je ne sais pas vous si ça vous arrive, moi de temps en temps c'est le cas. Un collaborateur qui n'était pas en forme. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi si de temps en temps c'est le cas. Et puis le soir, vous rentrez chez vous, la journée n'a déjà pas été facile et votre ado préféré vous dit « Ah maman, papa, j'ai une note en français. Ah oui, tu as eu combien ?»« Oh attends, avant de te dire, il faut que je t'explique. Globalement, les notes dans la classe sont basses. Là, quand ça commence comme ça, je le note tout de suite. Ce n'est pas la peine d'attendre la fin. » Ensuite, on va réfléchir à ce qui s'est bien passé. Et là, ça peut être un projet sur lequel on travaille, qui évolue bien. Ça peut être une étude qui est parue à l'échelle internationale, qui apporte de l'eau à notre moulin. Ça peut être un email qu'on a reçu, qui est très sympathique. Avant, quand je recevais un email sympathique, j'y répondais tout de suite et après je l'effaçais. Maintenant, j'y réponds tout de suite, mais je le garde en couleur dans ma boîte mail et je ne l'efface que quand un nouveau sympathique arrive. Si bien que le matin, quand j'ouvre ma boîte mail, j'ai toujours ce petit repère visuel et ça, c'est agréable. Ça peut être un merci. Un jour, j'ai noté un merci qu'avait prononcé un enfant que j'avais laissé traverser dans un passage clouté. J'ai bien conscience que ça n'a pas changé ma vie, mais ce petit impact positif m'avait touché. Une fois qu'on a fait ça, je repère les 3 points les plus positifs à mes yeux. Et ces 3 points-là, je me force à y penser quand je me couche. C'est une forme d'hypnose de pleine conscience. Si vous le faisiez dès ce soir, dans 3 semaines, votre niveau de stress serait plus bas. Et surtout, vous perdriez une sensation qu'il est très agréable de perdre, et c'est pour cela que je le fais depuis plus de 5 ans, c'est la fatigue. Quand on laisse s'installer un certain niveau de stress dans notre organisme, il va fonctionner sous contrainte, tout est beaucoup moins fluide, et de ce fait, on est plus fatigué. Si on arrive à corriger son niveau de stress, à l'abaisser, on perd cette sensation de fatigue. Au dos du petit carnet, je vais noter mes petits succès. Un petit succès, un point positif, par exemple, l'enfant que j'ai laissé traverser qui m'a dit merci, s'il est bien élevé, j'y suis pour rien, je ne suis pas son père. Au dos, je vais noter les petits succès, je parlerai d'un carnet des petits succès. Un petit succès, c'est quelque chose que j'ai remporté grâce à mon action, quelque chose pour lequel je suis intervenu. Quand on remporte un petit succès, si on le note, au bout de quelques jours, on va en avoir un autre, puis on va le noter, et puis il repasse quelques jours. Et au fur et à mesure où on les note, on ne peut pas s'empêcher de relire les précédents. Et de ce fait, on va augmenter ce que les psychologues appellent le sentiment d'efficacité personnelle. Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est la conscience que dans un domaine bien précis, on a du talent. Quand on augmente le sentiment d'efficacité personnelle, on augmente la confiance en soi, on augmente la persévérance, on augmente l'optimisme, on augmente la créativité et on fait baisser le niveau de stress de plus de 30%. Comment ça marche dans ce cas-là? On a vu que le premier, c'est des faisceaux nerveux, c'est comme le sport, c'est comme l'activité physique. Ce sont des faisceaux nerveux qui impliquent les aires concernées par la pleine conscience et nos surrénales. Le deuxième, c'est que simplement, en notant des petits succès sur un morceau de papier, on va modifier l'expression d'un de nos gènes, un gène qui code pour une protéine d'un récepteur hormonal. Le récepteur hormonal devient plus actif et comme l'hormone est apaisante, on est plus serein. Ces 2 petits exercices prennent 3 minutes. Si vous les faisiez dès ce soir, dans 3 semaines, vous seriez beaucoup plus serein. Le risque de développer une maladie liée au stress serait beaucoup plus bas. Cultivez les liens sociaux. Regroupez-vous entre dirigeants, échangez. On l'a vu tout à l'heure, les liens sociaux sont puissamment protecteurs. Je vois souvent des dirigeants d'entreprises qui sont un peu seuls, quelle que soit la taille de l'entreprise. Eh bien, l'échange est protecteur, les liens sociaux de qualité sont protecteurs, la solidarité est protectrice, quelles que soient les associations de dirigeants, engagez-vous dans ces structures, échangez, ce sera extrêmement protecteur. On n'est pas fait pour vivre isolé, on est fait pour s'entraider, on est fait pour vivre de manière solidaire.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi aider les personnes qui sont autour de nous. On a vu qu'on pouvait se protéger, mais aussi, on peut aussi protéger les personnes qui sont autour de nous. Le sens, c'est un médecin français qui travaille dessus, c'est Philippe Davezy qui est professeur de médecine à Lyon. Philippe Davezy dit le sens diminue les effets du stress parce qu'il permet à chacun de prendre conscience de l'utilité de son travail. Si on sait à quoi on sert, on est protégé des effets du stress. Le sens est tellement puissant pour diminuer les effets du stress qu'il permet de traverser les pires périodes de la vie. Souvenez-vous des propos de Viktor Frankl. Viktor Frankl, dans un camp de concentration, il avait perdu les membres de sa famille. Il dit, si j'ai survécu, c'est parce que le sens que j'avais donné à ma vie, c'était tous les soirs d'avoir une main de propre. Et il a eu cette très belle phrase, avec le sens disparaît la souffrance. Le sens est tellement puissant qu'il va nous permettre de traverser les pires périodes en annihilant les effets du stress. Il est tellement puissant pour diminuer les effets du stress qu'il va avoir un impact sur la santé. Pierre Gagnon est professeur de psychiatrie à Montréal. Il intervient chez des patients qui ont des maladies graves. Il dit, quand je renforce le sens de leur vie, j'améliore la qualité de vie, j'augmente l'espérance de vie parce que j'annihile les effets du stress. Élie Sommer intervient chez des patients qui ont des scléroses en plaques. Il est neurologue. Il dit, quand je renforce le sens de leur vie, je diminue l'intensité des poussées, j'espace les poussées parce que j'annihile les effets du stress. Le sens est un moyen extrêmement puissant pour diminuer les effets du stress. Vous avez la chance de faire des métiers où vous savez à quoi vous êtes utile. Faites en sorte que les personnes qui travaillent avec vous le sachent également. C'est très protecteur. Le sens est protecteur, mais c'est aussi un levier de performance. Dans les universités américaines, il y a des étudiants boursiers. Et pour avoir des bourses pour les étudiants, il y a des collecteurs de fonds, des personnes qui toute la journée appellent les entreprises pour les inciter à faire un don pour les bourses des étudiants. Et puis, d'année en année, le volume de fonds récoltés baissait. Quelqu'un a eu l'idée de faire rencontrer les étudiants boursiers aux collecteurs de fonds. Les étudiants boursiers ont expliqué l'intérêt pour eux d'avoir une bourse, de pouvoir faire des études qu'ils ne pourraient pas faire autrement. Ils ont parlé des travaux de recherche qu'ils menaient à bien. Dans les semaines qui suivaient, le nombre d'appels téléphoniques passés par les collecteurs de fonds augmentait de 100%, le volume de fonds récoltés de 400%. Le sens, mesdames et messieurs, c'est bien de la santé et du succès. Et c'est même parfois un petit peu plus. Vous avez toutes et tous en tête la fable des tailleurs de pierre attribuée à Charles Péguy. On croise un homme qui taille des pierres, il est très tiré, le visage fermé, on lui dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « Ah, vous savez, c'est difficile comme travail, je taille des pierres, l'hiver j'ai froid, l'été j'ai chaud, parfois je me blesse, c'est l'horreur. » Il y en a un autre qui a le visage un peu moins fermé, qui dit « C'est très difficile, mais ça me permet de nourrir ma famille. » Et le troisième, il est en pleine forme, on dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « Je contribue à bâtir une cathédrale. » Entre l'homme qui taille des pierres et l'homme qui contribue à bâtir une cathédrale, il y a le sens. Entre le labeur de l'homme qui taille des pierres et le bonheur de l'homme qui contribue à bâtir une cathédrale, il y a le sens. Le sens, c'est bien de la santé, du succès et de temps en temps, un petit peu de bonheur. Fixer les objectifs au bon niveau. Vous aviez tous entendu parler avant aujourd'hui à de nombreuses reprises de Mihaly Csikszentmihalyi, ce célèbre psychologue d'origine hongroise, qui est le père de la notion de flow. Il est important de fixer des objectifs au bon niveau et de se fixer des objectifs au bon niveau. C'est quoi un objectif au bon niveau pour Mihaly Csikszentmihalyi? Il dit quand on a repéré les capacités d'une personne, il faut fixer l'objectif juste au-dessus de ses capacités. Ainsi, le collaborateur ou la personne va entrer dans un état de flow, un état de concentration optimale, où elle sera pleinement efficace. Et comme elle sera